Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13 d'importantes décisions sont prises lors du Conseil des ministres hier mercredi. La substance dans ce 13 avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Réforme douanière, le Bénin inspire la Mauritanie. Une délégation est en visite au Bénin pour scruter l'évolution des réformes dans le secteur de la douane. C'est à suivre. Et puis, la 6e semaine des Nations Unies pour la sécurité routière a été célébrée. Cette année, le cri de cœur porte sur les excès de vitesse meurtriers. On en parle dans ce 13 heures. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on prend la direction de la Marina. Hier mercredi a eu lieu en présence du président Patrice Talon le Conseil des ministres. Au thème de cette rencontre, d'importantes décisions ont été prises. Nous vous proposons la substance de ces grandes décisions du Conseil des ministres. Suivez le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 16 juin 2021, conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé, la coordination des actions des autorités publiques dans le domaine de l'élevage aux fins de concourir à l'efficacité des interventions de l'État dans le secteur, la sensibilisation des acteurs non étatiques sur les mesures favorables à la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. Ils concernent le réaménagement de la zone d'accueil, la rénovation intérieure du pavillon ministériel et la construction d'un salon business class. Par ailleurs, dans le but d'assurer un meilleur confort aux voyageurs et autres usagers de la plateforme aéroportuaire, la Société des aéroports du Bénin prévoit, au titre de ces mêmes travaux, la mise en place d'un système de climatisation et de recyclage d'air dans l'aérogare. Le Conseil a autorisé la signature du marché avec des entreprises spécialisées dans le domaine. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition et la construction d'un autre immeuble
cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. En point 3, nous avons l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont fait au Conseil un compte-rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur nos marchés. Il en ressort qu'aucune taxe n'a été instituée sur ces produits. Cette flambée des coûts découle, d'une part, de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et, d'autre part, de l'exportation massive de la production vers les pays voisins. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet. Au titre des mesures individuelles, sur proposition de la vice-présidente de la République, M. Aboubakari Koto-Yerima est nommé chef de cabinet de la vice-présidente. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 13h, le ministre de la Décentralisation poursuit sa tournée des structures décentralisées. Objectif, prendre langue avec ses administrés et faire le point pour mieux réussir la continuité des réformes dans le secteur. Patrick Diossou et François Zissou. Le ministre de la Décentralisation dans ces structures décentralisées. Première escale, la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales, composée à parité de 9 représentants de l'administration centrale et de 9 représentants des élus communaux. Raphaël Akotagnon vient s'enquérir de son fonctionnement, la CONAFIL ayant un secrétariat permanent. Visite de reconnaissance des lieux, nous allons replier et demander au SP et à toutes ces structures associées s'il y a des suggestions pour améliorer aussi bien les procédures que tous les aspects possibles que vous estimez nécessaires à examiner pour accroître votre performance. Le ministère est entièrement à votre disposition. Deuxième escale du ministre de la Décentralisation, l'ACES, un projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. L'ACES, avec un secrétariat exécutif, appuie la mise en œuvre de la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la mise en œuvre de la PHPS, la politique holistique de protection sociale, et la mise en œuvre du PAG, programme d'action du gouvernement. 5 autres structures sous tutelle attendent d'être visitées par le ministre Akotagnon durant ces 3 jours de descente sur le terrain. Et cette actualité, le Bénin, des réformes douanières inspire ses voisins africains. Une délégation mauritanienne est en séjour au Bénin pour scruter l'évolution des réformes dans le secteur de la douane. Elle a rencontré les responsables de la Direction générale des douanes. Le point de Florence Bossa, Lenaï Kabwazaou et Brice Bozo. Bénin, classé premier dans la zone CDA en matière. Les réformes douanières béninoises font école. Après la Somalie, le Congo-Brazzaville, le Niger, le Nigeria et le Togo, c'est le tour de la Mauritanie. Les nombreuses administrations douanières qui nous ont visités dans le cadre. Ce partage d'expérience s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la douane. Nous venons ici pour apprendre auprès de vous, pour voir votre expérience, tout en sachant effectivement que nous allons avoir toutes les informations que nous souhaitons. Ce que nous voudrons effectivement, c'est de voir l'accompagnement que Web Fontaine vous a apporté. Nous avons admis la valeur transactionnelle comme la base taxable du dédouanement
Il faut dire que nous sommes appuyés donc pour l'évaluation de nos marchandises par un partenaire technique qui est Bénin Control et dont le bras technique aussi est Webfontaine. Il ne sera pas superflu de rappeler que dans notre environnement, l'Afrique de l'Ouest, nous avons été primés 2 fois successivement par l'UMOA et par la CEDEAO comme le meilleur pays qui accorde donc une facilitation des marchandises. La société Webfontaine met en exergue l'engagement du gouvernement béninois dans la réussite des réformes, un facteur très déterminant. Il n'y a pas de réforme sans résistance, il n'y a pas de réussite de réforme sans l'accompagnement institutionnel. Grâce à cette mission, la délégation de la Mauritanie va pouvoir s'inspirer des prouesses de l'administration douanière béninoise, l'une des meilleures de la sous-région. On parle de nous-mêmes, des journalistes au fronton du combat consumériste pour mieux porter le plaidoyer. C'est la stratégie de mobilisation adoptée au Bénin à l'occasion de la Journée internationale des consommateurs. Les militants consuméristes ont réuni journalistes et juristes sur les questions liées aux droits et devoirs des consommateurs. Axel Dancy et Edmond Hongo. Un espace ouvert à ceux pour qui la notion des droits et devoirs du consommateur est peu ou pas connue. Loin d'un match, ils apprennent à parler le même langage que les acteurs des associations de défense des consommateurs. Il arrive que les plaintes que nous envoyons en instruction n'aboutissent pas. Alors, les hommes de droit sont là pour nous donner les mécanismes de recours, ce qui permettra désormais aux consommateurs d'avoir réparation en termes de dommages ou de litiges. Un renforcement de capacité des hommes des médias et de droit, un rendez-vous pour mieux cerner et comprendre ce désir des consommateurs d'aller vers les biens et services en toute connaissance de cause. Le consommateur doit jouir du droit d'obtenir des produits qui ne présentent pas de risques pour sa santé ni pour sa sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu de protection des consommateurs se fait sentir parce que, vous voyez, la technologie évoluant, nous avons des produits d'origine et de qualité douteuse sur le marché. Nous restons parfois impuissants alors qu'il s'agit de la santé publique. Coïncidant avec la Journée internationale des consommateurs, cette séance vient éclairer la lanterne des participants qui repartent avec des notions claires pour sensibiliser les uns et les autres. Et on parle promotion de l'entrepreneuriat. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes a lancé une formation au profit des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. C'est la 2e vague qui bénéficie de ce projet de formation baptisé Sud Entrepreneuriat Intrapreneuriat Burkina Faso Bénin. Rachida Toubiomama et Jules Akweko nous en disent plus. Des jeunes potentiels entrepreneurs formés à la structuration des projets bancables. Il s'agit de la 2e cohorte des bénéficiaires du projet de formation Sud Entrepreneuriat Intrapreneuriat Burkina Faso Bénin, un projet de coopération universitaire initié par l'Université d'Abomey-Calavi avec pour partenaire stratégique l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ, ex-FNPEJ. Ce dispositif veut que l'ADEJ soit une structure moderne, plus dynamique et plus professionnelle, en mettant l'accent sur l'accompagnement beaucoup plus accru des jeunes potentiels entrepreneurs. Comme vous le savez, le problème du sous-emploi et du chômage des jeunes est un défi au plan mondial. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette dynamique et ce pan de l'essai, comme le dit le chef de l'État, est en pleine transformation. Nous travaillons avec l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes et la direction technique pour un meilleur encadrement des jeunes entrepreneurs afin de sortir des produits de qualité. La formation à la culture de l'entrepreneuriat va durer 6 mois. Ces jeunes diplômés des universités de l'enseignement supérieur pourront à terme élaborer de bons plans d'affaires et plans marketing susceptibles d'accrocher les banques. On les coach déjà au cours de leur formation, de la structuration de leur idée pour mettre ça en plan d'affaires bancable pour le financement. Je voudrais vous rassurer sur l'engagement total
de l'Agence de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes à accompagner tous les projets qui seraient validés à la fin de la formation dans la facilitation à l'accès au financement. Avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et l'ADEJ, plus question de s'improviser entrepreneur. Cette formation est destinée à constituer un vivier de chefs d'entreprise pour faciliter l'éclosion des start-up afin de garantir des emplois durables. Et cet autre défi, la protection de l'enfant africain, commémoration de la 31e édition de la journée de l'enfant africain, une invitation à une réflexion et à un engagement de tous autour de nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda 2040. À cet effet, un atelier a réuni à Cotonou les différents acteurs concernés. Marcela Rossi et Varis Omao. Pour une Afrique digne des enfants, il faut accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040. En 2021, c'est ce que recommande l'Union africaine, 30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce thème est directement lié à l'engagement pris en 2016 par les chefs d'État africains qui stipule que, je cite, « D'ici à 2040, les droits de l'enfant africain doivent être fermement et pleinement protégés avec plein effet donné aux priorités, aux 10 aspirations de l'agenda 2040. » Après 5 ans de mise en œuvre, nous, du côté de SOS Village d'enfants Bénin et du côté du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile que je préside, nous sommes contents parce que nous avons fait un chemin. Et pourtant, de grands défis restent à relever. Les premières consultations faites auprès des acteurs dans le cadre de l'actualisation du plan d'action de la PNPE montrent que les violences, les abus et exploitations persistent et s'amplifient dans certaines régions du pays, malgré les actions mises en œuvre depuis plusieurs décennies. Vous convenez donc avec moi qu'un sursaut est nécessaire pour un Bénin encore plus digne de nos enfants. Et nous sommes tous interpellés. Un continent différent et meilleur, c'est l'aspiration de l'Afrique. Vision intégrée dans l'agenda de l'Union africaine 2063, fondement principal de l'agenda 2040, dont le présent atelier évalue la mise en œuvre. Éducation à présent. Les épreuves écrites de l'examen du BEPC démarré lundi dernier ont pris fin hier mercredi matin sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, nous avons tendu notre micro à quelques candidats qui, au sortir de la dernière composition, nous donnent leurs impressions quant à la qualité et l'accessibilité des épreuves. Ils sont au micro de Canel Capo et Dorcas Tito. Ça s'est bien passé, les examens. On a bien fini. Tout le monde est content. Ouais, c'est abordable. La mathématique est bonne. C'est seulement la SVT, bon, on n'est pas sûr de la matière. Là. Surtout sur l'épreuve d'histoire géo, on a eu de la chance. Mais l'heure aussi n'a pas suffi ce matin. L'heure était trop partie. Par exemple, moi maintenant sur le repère, je transfère le repère lorsqu'ils ont sonné. Donc, ça m'a fait trop mal, j'ai pleuré en salle d'avoir honte de sortir. L'épreuve de la SVT était un peu difficile, sinon les autres étaient pas mal. Tout s'est bien déroulé, on n'a pas eu de cas de fraude. Les surveillants se sont bien comportés, on n'a pas observé en eux une forme de désinvolture. Il n'y a pas eu de situation désobligeante pouvant disqualifier le centre. Les épreuves se sont très bien passées. Surtout la première journée, c'était abordable. La deuxième journée aussi, mais PCT était un peu compliqué. Bon, mathématiques, on a fait de notre mieux. L'épreuve la plus difficile chez moi, c'était SVT quoi. La partie, je n'avais pas bien compris. Mais bon, à la dernière minute, j'ai pu comprendre et travailler. Je pense que j'ai mon BPC déjà. Et le pourcentage, selon moi, c'est à 115%. Et par la grâce de Dieu, j'ai mon BPC avec une très bonne moyenne.
Alors, bonne chance à ces candidats. Des salles de classe qui respirent encore la fraîcheur d'une peinture très gaie, ce sont celles remises par l'ambassadeur du Japon près le Bénin au ministre des enseignements maternels et primaires. Elles ont été construites dans le département de l'Atlantique au profit de 7 communes, Stanislas Limpon et Edmond Humbo. Des salles de classe entièrement équipées. Le Japon offre de nouvelles commodités à l'école primaire publique de Fonsrame Awida. 2 bâtiments construits en hauteur pour renforcer l'existant. Mes camarades et moi-même sommes très heureux de pouvoir bénéficier des conditions plus favorables d'études que nous offrent désormais ces 2 bâtiments tout neufs. Dans l'Atlantique, 33 écoles primaires publiques bénéficient de cet accompagnement du gouvernement japonais. Ici, le donateur remet au ministre la clé des 176 salles de classe et 146 latrines construites dans les différentes communes du département. 27 salles de classe à Alada, 29 à Toribosito, 37 à Ouida, 13 à Komassé, 38 à Bomekalavi, 20 à Tofor, 12 à Z. Le Japon est très heureux d'avoir assuré le financement à hauteur d'environ 7 285 milliards de francs CFA. Je fais la promesse que des instructions seront données pour que l'entretien, la protection et la bonne utilisation des présents joyaux ne souffrent d'aucune insuffisance. 2 peuples donnent plus d'éclat à leur lien d'amitié. En témoigne la réalisation de la phase 6 de ce projet de construction des écoles primaires publiques dans le département de l'Atlantique. Éducation toujours, le ministère de l'enseignement secondaire a réuni ce mercredi 16 juin les acteurs et partenaires du sous-secteur, les éditeurs et acteurs de la chaîne de production du matériel didactique. Objectif de la rencontre, appréciation et appropriation et prévalidation des documents de la politique du manuel scolaire de l'enseignement secondaire général. Les précisions dans ce reportage de Grégoire Olafa, Axel Dancy et Yves Godopassi. Mise en œuvre des normes et outils de pilotage de l'enseignement secondaire général. Les acteurs s'approprient et prévalident le document de la politique des manuels scolaires du sous-secteur. Le sous-secteur, comme l'ensemble du système éducatif du Bénin, est confronté à de sérieuses difficultés dans la production, l'édition, la distribution, l'utilisation et l'évaluation des manuels scolaires. Cela se traduit par l'inexistence ou l'insuffisance d'un cadre normatif de production des manuels scolaires et des matériels didactiques, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves. Le document vise à combler les lacunes existantes. Les acteurs à divers niveaux sont à l'œuvre pour relever le défi. Cette politique ambitionne donc de garantir aux apprenants une formation de qualité en adéquation avec les besoins du développement du pays. Les acteurs et partenaires du sous-secteur, les éditeurs et acteurs de la chaîne de production du matériel didactique participent à cet atelier. Il s'inscrit dans le cadre des activités du projet soutien à l'enseignement secondaire. Voyons cette relance des activités économiques malgré le coronavirus. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO, a tenu à Cotonou sa 12e assemblée générale ordinaire. Entre autres, il sera question de procéder à la validation de l'étude sur les effets de la crise du coronavirus et sur les institutions et fonds de formation professionnelle. Les travaux vont se dérouler du 16 au 18 juin prochain et devront aussi permettre de relancer normalement les activités du réseau. Marci Agla et Daniel Ada. 12e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, couplée avec l'atelier de validation de l'étude sur les effets de la crise de Covid-19. Les membres du réseau sont donc venus de plusieurs pays d'Afrique pour prendre part à ce creuset d'échanges qui voit notamment la participation du Bureau international du travail et du FODEFCA.
Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon s'est toujours préoccupé des propositions de solutions numériques innovantes, y compris les nouveaux défis liés au contexte de coronavirus. Il s'agira de trouver la formule pour relancer en cette période de crise sanitaire les activités des institutions et fonds de formation professionnelle. Au cours de la période post-Covid-19, les institutions et fonds de formation qui sont des moteurs de développement économique importants auront indéniablement à jouer un rôle dans la reprise des activités économiques. Pour ce faire, le RAFPRO s'est proposé, à travers l'étude, d'analyser les conséquences de la pandémie sur les activités des institutions et des fonds de formation et de réfléchir sur les solutions. Durant l'Assemblée générale, les membres du réseau examineront donc, aux fins d'adoption, les rapports de gestion 2019-2020 ainsi que les plans d'action et budget 2021. Ils sont également appelés à mettre sur pied un nouveau bureau exécutif du RAFPRO pour les 3 prochaines années. On marque un arrêt sur nos axes routiers. La 6e semaine des Nations Unies pour la sécurité routière a été célébrée d'une manière spéciale par le Conseil national de sécurité routière. Cette année, son cri de cœur porte sur les excès de vitesse meurtriers. Fifamen Salomé Atadeji. Nous enregistrons par jour 16 accidents, dont 9 accidents corporels, 2 tués et 13 blessés, dont 7 grièvement malgrés. Ces nombreux cas d'accidents sont parfois occasionnés par l'excès de vitesse. Lorsqu'on parle de 2 tués par jour, ça fait 60 personnes tuées par mois. Ça fait froid dans le dos. Le CNSR et ses partenaires disent non à cette situation qui plonge plusieurs familles dans la détresse. Ils mobilisent la population, en particulier les conducteurs de taxi-moto. Les personnes handicapées sont aussi de la partie. Tous ensemble, ils revendiquent ce qu'ils appellent des rues pour la vie. Un piéton a une chance de suivi de 90% lorsqu'il est arrêté par une voiture circulant à 30 km/h ou moins. Mais cette chance devient inférieure à 50% lorsque le choc a lieu 45 km/h et est pratiquement nul même si le choc a lieu à 50 km/h. Le CNSR est en train de faire ce qu'il doit faire, mais c'est ensemble que nous devons nous organiser pour respecter les prescriptions, surtout relatives aux limitations de vitesse. Conduire à une vitesse de 30 km/h pour la vie ou au-delà pour la mort, la première option est évidemment la meilleure. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi, notamment à vous tous qui nous regardez depuis Corontier, c'est à Boukoumbe dans la Takora. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.